Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Sud. Nous sommes en direct, c'est une nouvelle émission. L'invité de l'histoire. L'invité de l'histoire, c'est un concept qui va nous permettre de revisiter ce que j'appelle le panthéon noir, le panthéon d'Afrique et de ses diasporas. Au cours de cette émission, souvent, qui va commencer pour ses débuts, tous les 15 jours, nous allons, avec un invité, choisir, selon sa sensibilité, selon son envie, une des figures du panthéon africain, et ensuite, on en débattra. Il ne sera pas seul, on ne fera pas une histoire hermétique, fermée, d'experts. Non, le but, c'est l'éveil, c'est la découverte. Aujourd'hui, nous avons choisi un personnage qui est peut-être connu en son pays, mais sans doute beaucoup moins au-delà. Son pays, c'est le Cameroun. Ce sont des années de Brest, ce sont des années difficiles, la période d'indépendance. Comme dans toute l'Afrique, comme partout. Il s'appelait Ernest Ouandjé. Il a été assassiné le 15 janvier 1971. C'est le choix de notre invité de ce soir, notre invité que nous découvrons à l'instant. Gaston Kelman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc celui qui a choisi ce personnage, selon vos propres mots, méconnu du nationalisme camerounais. Je pense que ça a été le dernier géant, je dirais d'ailleurs, je pèse mes mots, c'est pas une exagération, de l'histoire du nationalisme camerounais. J'étais, je crois, en terminale quand il a été exécuté, pas assassiné, il n'a pas été assassiné par un crime crapuleux. Non, il a été exécuté. Est-ce que c'est parce qu'il était opposant ou bien parce que, enfin, toujours est-il que le pouvoir en place l'a exécuté. Et je me souviendrai toujours, nous chantions cela comme un hymne même quand je suis allé à l'université. Cette dernière parole, c'était « l'histoire jugera ». Alors j'aimerais aujourd'hui être un de ces témoins de l'histoire. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet-là, parce que c'est un personnage à qui vous tenez à rendre justice, au regard du rôle important et majeur qu'il a joué dans son pays, et même au-delà, parce que les mouvements nationalistes avaient des liens entre eux à travers toute l'Afrique, à travers la Fédération des étudiants noirs en France notamment. Avant de parler de ce personnage, on va parler un petit peu de vous, pour que les gens sachent à quel titre vous parlez. Ma modestie risque d'en souffrir. Si vous êtes écrivain, c'est bien cela. Oui, c'est vous ça. avez choisi 5 photos pour nous parler de vous. On va aller voir défiler. Vous pouvez regarder à l'écran devant vous les différentes photos que vous avez choisies. La première, c'est la photo d'un livre de vous, Bounty. Pourquoi en fait, cette photo-là? C'est pas la photo d'un livre de moi. Ça a été la maquette d'un livre qui devait être écrit. C'est lui qui est devenu, au plus tard, il deviendra Au-delà du noir et du blanc. Oui. Mais je veux cette photo parce que mon maître a pensé, c'est Fanon. Et c'est un peu peau noire, masque blanc, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu ce clin d'œil. Effectivement, pour ceux qui ont lu ce livre-là, ils comprennent à quel point il résume aussi bien l'histoire du nationalisme africain et du nationalisme tout court d'ailleurs, que le combat des populations noires d'un peu partout, que ce soit dans les Antilles ou en Afrique. La deuxième photo, vous êtes en compagnie de Maryse Condé, l'éminente Maryse Condé. Pourquoi cette photo-là? Parce que ça a été un peu l'instant où je me suis senti vraiment bien, c'est-à-dire parmi les écrivains. J'étais en Guadeloupe dans un salon du livre et puis de me retrouver devant Maryse Condé, il y avait aussi André Brinks, de me retrouver devant ces monstres sacrés. À l'occasion du 10 mai 2006? Non, c'était... Oui, je l'ai aussi rencontré le 10 mai 2006, mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Salon du Livre de Guadeloupe en 2004. Et de Pointe-à-Pitre. Et cette rencontre-là, je venais de publier Le Manioc un mois à peine avant, et de rencontrer ce monstre sacré. J'étais assis à côté d'André Brinks, j'étais avec Maryse Condé, et puis après, nous nous sommes encore retrouvés sur d'autres plateaux. C'était extraordinaire pour moi. La photo suivante, en compagnie d'un personnage dont on parle beaucoup. Oui, justement, c'est l'anti-héros par excellence. Dieudonné, c'est le personnage exécrable par excellence qui s'est trompé de combat. Enfin, si jamais il a eu un autre combat que Dieudonné, le seul combat de Dieudonné s'appelle Dieudonné, c'est quelqu'un sur qui j'avais fondé énormément d'espoir parce qu'il était le meilleur de nous tous, comme l'autre disait, et qui a perdu son temps dans... Est-ce que vous êtes en mesure de le lui dire en face à Dieudonné? Tous les jours, je le fais, chaque fois que je le vois, bien sûr. D'accord. Et puis, vous avez une autre photo, c'est celle d'un de vos livres, Les Hirondelles du printemps africain, que vous avez écrit avec
après une rencontre importante pour vous. J'ai rencontré Eli Ould Mohamed Val. Ça a été un homme très important dans le regard que j'ai posé sur l'Afrique. Depuis un certain temps, je voulais... Ancien président de la Mauritanie. Oui, ancien président de la Mauritanie qui a fait un coup d'État, a pris le pouvoir, a demandé de rester 2 ans au pouvoir pour réformer les institutions. L'a fait et s'en est allé. Voilà. La suite de l'histoire n'est pas rose, mais à ce point-là, c'était extraordinaire. Et il m'a reçu. Et je me souviendrai toujours de cette anecdote. On lui dit, écoutez, monsieur, vous connaissez monsieur Kelman? Il dit, oui, bien sûr. Vous savez qu'il est noir. Mais justement, c'est pour cela que je voudrais travailler avec lui. Alors qu'on connaît beaucoup d'hommes d'État africains qui ne m'auraient jamais pris parce qu'ils auraient voulu un journaliste blanc. Mais lui qui est même un peu blanc d'ailleurs, mon charme à ses yeux, c'était que j'étais noir. C'est quand même beau, non? On vous a demandé une 5e photo et vous m'avez envoyé sur un site où on rencontre des gens qui aiment lire vos livres. Ça existe. Pourquoi ce choix-là? Ben parce que ça existe aussi. C'est-à-dire quand vous allez sur Internet, on me tape tellement dessus, ce type-là qui se prend pour un bourguignon, qui n'aime pas le manioc, si bien que quand je découvre qu'il y a quand même des gens qui disent « on aime Gaston bah, », je ne boude pas à cet instant. Voilà. D'accord. On va accélérer un petit peu parce que les téléspectateurs naturellement attendent. Aujourd'hui, nous parlons d'un héros du nationalisme africain, même si en l'occurrence il était camerounais, Ernest Ouandjé. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Pour l'instant, on parcourt rapidement la vie de Gaston Kelman. Ensuite, on vous a invité à décrire votre pays en 10 images. Première image, une crevette. J'imagine pourquoi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, au-delà de la crevette qui est Rhodos Camaroès, qui est Cameroun, c'est dire que une nation et même un nom, c'est un héritage. Les gens, par exemple, qui disent non, pourquoi Cameroun? Il faut rappeler que le nom Cameroun est... Rio dos, ça vient de Rio dos Camaroès. Quand les Portugais ont découvert le Cameroun, l'embouchure de Vourou était criblée de crevettes. C'était de la rivière des crevettes. Et là, le nom Cameroun, Cameroun, est devenu Cameroun après. Et moi, je dis, le nom, les frontières, c'est un héritage. Quand j'entends les intellectuels africains, les hommes d'État africains qui disent, ouais, on nous a collé des territoires, machin, la France n'est pas un choix non plus, hein, parce que les Basques aimeraient foutre le camp, les Corses aussi. Vous reviendrez nous parler de tout ça. On attend Ouandjé. Non, mais c'est pour dire que c'est un héritage et qu'on arrête de se raconter des histoires. Mon pays, c'est d'abord ce premier symbole. François Fanon? François Fanon, bien entendu, c'est parce que le nationalisme africain, je pense que le premier essai francophone, ça s'appelle Peau noire, masque blanc. Donc forcément, quand on parle de l'éveil du nationalisme, on n'écrivait que des poèmes et puis des romans. Et même quand Peau noire, masque blanc est sorti, tout le monde était contre, la gauche, la droite, parce qu'on disait, un noir n'est pas supposé faire autre chose qu'amuser la galerie. On ne vous demande pas de réfléchir à écrire des essais. Dans la même lignée, Webb Dubois? Burgard Dubois, c'est justement un peu je veux dire un peu l'erreur d'aiguillage, parce que Burgard Dubois cherchait une mythologie. C'est lui qui a créé le panafricanisme, et le panafricanisme c'est un peu aujourd'hui plus une mythologie qu'une réalité. Donc je dis que Burgard Dubois qui cherchait un territoire d'ancrage à fourvoyer un peu les Africains en leur disant vous pouvez faire le panafricanisme avant la Renaissance. Photo suivante, vous rentrez dans votre pays, le palais du sultan Bamouna. Bien entendu, parce que je suis noir, je n'aime pas le manioc, l'une des pensées c'est je suis noir, je suis civilisé. Donc l'un des chapitres, c'est ça. C'était pour montrer cette histoire camerounaise qui a été d'une puissance absolue. Le type était un inventeur, une écriture, un moulin à maïs, il a inventé plein de choses de littérature. Voilà. Ensuite, Oumniobé, évidemment, incontournable, bien entendu. C'est même pas sans commentaire, je peux dire. Tout le monde connaît c'est le père du nationalisme camerounais et même une grande figure. Il faut quand même qu'on se dise que les deux pays africains essentiellement qui se sont battus pour leur indépendance, c'est l'Algérie et le Cameroun. On a souvent tendance à l'oublier. Oumniobé est mort dans et Madagascar, le troisième. Oui, bien sûr, Madagascar, c'est mi-africain. Ensuite, le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Bien entendu, une grande figure aussi, indéniablement grande figure, qui aimait beaucoup son pays, un grand nationaliste, qui n'était pas du même bord que Oumniobé, hélas. Mais vous serez pris en défaut, en contradiction tout à l'heure par rapport à Ernest Ouandjé et Ahidjo? Non, je ne serai pas pris en défaut. J'attends qu'on me pose la question. Justement, j'ai mon discours là-dessus. C'est pour cela que j'ai choisi Ouandjé. 7e photo, la forêt camerounaise, la forêt. Oui, la forêt, c'est la beauté, c'est l'écologie, c'est ce qu'il y a, c'est la richesse du Cameroun. Voilà. Et puis les monts Rumsiki au nord du Cameroun. Toujours un peu. Aujourd'hui, je me fais un peu ministre du tourisme au Cameroun. C'est aussi l'une des merveilles de l'univers. Hein. On ne le sait peut-être pas assez, mais ces pains de sucre là, au nord. C'est André Gide qui disait qu'il a vu les plus beaux territoires du monde. Moi aussi, je l'ai toujours pensé. Il faut y aller vraiment voir les Rumsiki surgir de nulle part. On frissonne. Les Pygmées? Les Pygmées, c'est les pères de l'Afrique. Hein. Nous, on vient d'un peu partout. Apparemment, les Bassas d'Égypte, les autres. Voilà les vrais Africains. Ceux-là ne se plaignent même pas en plus. Le monument de la Renaissance à Dakar. Et ça, de même les Pygmées, c'est l'origine,
la Renaissance et l'Afrique de demain. Parce que justement, comme je le disais, la Renaissance vient avant le panafricanisme. La Renaissance, c'est quand mais vous savez que ça a fait polémique énormément. Mais évidemment, non, il y a de la polémique. Il y a la polémique. Vous aimez ça? Pas vraiment, mais je ne crains pas non plus. La Tour Eiffel a prêté à polémique, les pyramides prêtent à polémique, tout prête à polémique. Donc cette statue-là, elle restera 2200 ans et c'est l'un des premiers monuments éternels de l'Afrique. Je peux que m'en féliciter. Maintenant, nous allons passer à celui. Parce que là, c'était l'histoire de notre invité, mais là, c'est l'invité de l'histoire. L'histoire avec un très grand H. C'est un héros de l'Afrique. On va le voir en image. J'ai proposé à mes invités qu'on fasse en quelque sorte ce portrait ensemble, parce que cette histoire ne nous appartient pas. Et pour ceux qui nous suivent, il faut savoir qu'à partir des réseaux sociaux, ils peuvent nous poser des questions, ils peuvent nous faire des remarques. Il y a une page qui s'est créée sur le plus fameux d'entre eux actuellement, où vous pouvez venir et intervenir. Et puis, on vous annoncera les émissions à venir, ce qui vous permettra de réagir. Mais on ne pouvait pas prendre tout le monde au téléphone, parce que sinon, on partait dans quelque chose de très, très difficile à gérer. Alors, Ernest Ouandié, que nous voyons à l'écran, il est né en 1914, à l'ouest du Cameroun. Il a été fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, c'est toujours à l'ouest du Cameroun, sur la place publique, accusé de trahison par le régime de l'époque qui était tenu de main de fer, il faut le dire, par le premier président Amadou Ahidjo. Ernest Ouandié, c'était un grand militant de ce nationalisme camerounais qui a occupé tous les postes à peu près dans cette union des populations du Cameroun, le parti indépendantiste, le parti qui regroupait tous les Camerounais au-delà de leur culture, au-delà de leurs ethnies, au-delà des géographies, ce parti martyr finalement, et qui a perdu tous ses dirigeants parce qu'ils étaient méthodiquement assassinés par une France qui a importé dans ce pays-là les méthodes qu'elle avait développées en Algérie ou au Vietnam. Au point que certains pensent que le Cameroun a été le laboratoire de ce qu'on appellera plus tard la France-Afrique, avec des régimes de fer, des partis uniques, avec des dirigeants qui avaient installé des systèmes de renseignement impressionnants. Ernest Ouandié a été le dernier, comme vous dites, le dernier des Mohicans, qui a été tué sur la place publique. Et il y a eu un retentissement national, le pays s'est tué en quelque sorte. Et puis depuis, on n'en parle plus parce que l'histoire est écrite par ceux qui tiennent les leviers du pouvoir souvent. Et nous, ici, on est là pour dépoussiérer l'histoire. C'est juste une introduction à ce personnage-là. J'invite les uns et les autres ici, autour de la table, à apporter leur touche à ce portrait, Gaston Kelman. Le portrait de Ouandié, pour moi, c'est un portrait assez controversé. C'est pour cela que je l'ai choisi. Pas controversé par rapport à ce qu'il a fait. Il a été l'un des plus grands hommes pour lequel j'ai le plus grand respect. Il avait une stature, il avait une dignité, il avait un calme olympien. C'était un type... C'est pour cela que l'image m'est restée. Je n'ai jamais vu, j'ai entendu le procès de ce type-là, pas un mot au-dessus de l'autre. Pas de haine, pas de colère. L'histoire jugera. Il n'a presque rien dit. Et il ne s'est pas plaint, il n'a pas supplié. Une telle dignité, jusqu'à ce jour, me met dans mais c'était qui? Pourquoi il est resté dans l'histoire? Au-delà du fait qu'il est un martyr de la cause nationale, pourquoi il est resté? Il a quand même posé des actes de bravoure. Il a alpagué Senghor dans une réunion publique à Douala qui venait un petit peu à la rescousse du maître colonial. Il a posé des actes très très forts. Il a été un militant assidu depuis le milieu des années 40 déjà. Vous savez, pour moi, Ouandié, ce n'est pas le militant, je n'ai pas beaucoup connu. Mais c'est le symbole de la bravoure et de la lutte jusqu'au bout. Jamais d'abnégation, pas de compromission, et peut-être ce que je lui reprochais, à la limite, pas de compromis. Parce qu'effectivement, c'est pour cela que j'ai dit un peu controversé à mon point de vue. Et pourquoi est-ce que cette figure est tutélaire pour moi et très très symbolique, très symptomatique du héroïsme, de l'héroïsme africain à la Sankara, à la Lumumba. C'est parce que justement, à un moment donné, je pense que est-ce qu'il faut continuer un combat dont on sait qu'il est perdu pour rentrer dans l'histoire? Est-ce qu'il faut à un moment donné se dire, bon, je prends une autre méthode, parce qu'il est resté quand même dans le maquis jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on l'ait arrêté et qu'il soit mort. Est-ce que le maquis valait encore la peine à ce moment-là? Je ne sais pas trop. Est-ce que l'exil n'aurait pas été peut-être mieux pour produire encore et continuer à exister? À quoi servait le maquis à cette période? C'est pour cela que Ouandié, pour moi, est exceptionnel, parce que la logique a été presque caricaturale, presque, je vais dire, comment est-ce que je peux dire ça, presque suicidaire. Il n'avait aucune chance. On les assassinait jusqu'à l'exil, vous le savez bien, Moumié. Oui, mais tous ne sont pas morts en exil. Mais moi, j'aurais voulu, par exemple, effectivement, qu'ils soient assassinés en exil, entre guillemets, hein, toutes choses étant. On y reviendra. Voilà. J'ai invité, pour mener ce débat avec vous, deux personnes avec nous, avant qu'elles
pas apporte la contradiction, j'en sais rien. Peut-être elles vont abonder dans votre sens. Je ne sens pas vraiment parce que le personnage controversé, on verra tout à l'heure ce qu'ils en pensent. On va commencer par la dame. Missy Lizanga est journaliste, elle est patronne de presse, elle a un journal qui fonctionne beaucoup en ligne et qui est très consulté, c'est Culture Femmes, c'est bien cela? Oui, culturefemme.com qui existe depuis 2003. Et qui a été aussi un magazine papier qui va revenir en kiosque. Je fais l'annonce ce soir. Et donc, comme vous le dites, qui est vraiment très consulté en ligne. Voilà. D'accord. Et vous êtes écrivain aussi, accessoirement? Vous avez écrit accessoirement, bon, ça dépend de ce qu'on appelle écrivain, parce que je ne sors peut-être pas de romans, mais j'écris énormément sur des sujets d'actualité. Et Bonnie, celui qui courait après encore, un recueil de nouvelles. Après, j'ai écrit un livre jeunesse. Justement, l'invité principal parlait tout à l'heure de Rumsiki. Cette région m'a aussi vraiment frappée parce que mon tout premier roman a été édité, dont Alima et le prince de l'océan, qui parle de l'histoire des Mami Wata, un peu connue en Afrique. Ça m'avait aussi été inspiré par Rumsiki. Archip Yepmou, mon deuxième invité. Vous êtes président d'Internet sans frontières, c'est bien ça? Oui, merci Gabriel de m'avoir invité. Je suis Archip Yepmou. Et Internet sans frontières est une organisation de défense de la liberté d'expression et de promotion de celle-ci grâce aux outils Internet. Ça, c'est une de nos activités. Une autre activité est la défense des données personnelles. Aujourd'hui, la manne comment dirais-je, essentielle d'Internet, le produit, ce sont vos données personnelles. Donc, nous travaillons aussi à essayer de faire en sorte qu'elles soient mieux protégées. Et enfin, nous avons aussi des activités en Afrique, notamment au Cameroun, avec un logiciel que nous sommes en train de mettre en place pour mesurer les questions de délestage et les coupures d'électricité et leur impact sur l'économie nationale. Très bien. Nous allons commencer par la dame. Bien sûr, élégance oblige. J'ai précisé tout à l'heure, en vous donnant la parole, que vous êtes plus que légitime pour parler du sujet qui nous réunit ce soir. On commence par vous, Missy Lizanga. Ernest Ouandié, ça vous dit quoi? Disons, en fait, là, j'aimerais déjà commencer par une phrase, 2 mots que Gaston a eus. Héros méconnu. Moi, je dirais plutôt héros mal connu. Parce que là, moi, je suis de la génération 70. Je suis née quelques années après l'exécution d'Ernest Ouandié, qui voit un peu les années 70. Il n'y avait pas de nouvelles technologies, il n'y avait pas de télévision au Cameroun. Donc, je veux dire, on n'avait pas accès à l'information comme aujourd'hui. Et concernant la période coloniale et tout, nos parents ne nous en parlaient pas. C'est comme s'il y avait une chape de plomb. Pourtant, je ne peux pas expliquer pourquoi Ernest Ouandié, je ne connaissais pas son parcours dans le détail, mais comme Oumniobé, comme Osséné Afanda, comme plein d'autres nationalistes africains, camerounais ou même Sankara et tout, il y a quelque chose qui est resté. Je ne peux pas dire comment est-ce que ces bribes de savoir sont arrivées jusqu'à nous, mais c'est quand même arrivé. Vous en avez retenu quoi aujourd'hui? Aujourd'hui que vous avez une capacité à filtrer l'histoire, Ernest Ouandié, c'est quoi pour vous? Ernest Ouandié, moi je dirais, c'est un peu, à travers lui, je vois les autres nationalistes camerounais, puisqu'on parle du Cameroun. C'était des gens d'une bravoure incroyable, mais en même temps, aujourd'hui, vu le regard que j'ai sur l'histoire, je ne juge pas, mais je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement? En fait, je m'interroge. Je m'interroge beaucoup quand je découvre ce personnage. Parfois, je me dis, mais peut-être qu'il pouvait faire autrement, mais en même temps, je me dis, vu les conditions à cette époque, est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient les outils pour faire autrement? Est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient le choix? On va passer à notre invité très intéressant. Archip Yepmou, il se trouve, c'est le hasard des rencontres, que vous êtes le petit-fils du secrétaire, le dernier secrétaire, celui qui était auprès de Ernest Ouandié. Donc, c'était un personnage que vous connaissez plutôt bien. Secrétaire, c'est un grand mot. Je pense que mon grand-père était plutôt dirigeant d'une cellule. Ernest Ouandié a mis en place des comités révolutionnaires qui appuyaient idéologiquement l'armée nationale de libération du Cameroun à partir de 1962. Et donc mon grand-père, qui est du même village
que monsieur Ernest Ouandié, qui est Bangou, il est né à Bana, il est né dans les environs de Bana, mais il a grandi à Bangou, en Pays Bamileke, parce que son père, justement, et on voit bien dans la trajectoire du monsieur, ce qui finalement le portait. Pourquoi est-ce qu'il allait jusqu'au bout? Eh bien, il faut aller dans son enfance. Dans son enfance, en 1927, il a 13 ans, son père, qui a été aux travaux forcés pendant 5 ans dans la région du Mungo, est renvoyé malade, presque mort, dans son village à Bangou. Et c'est à Bangou que Ernest Ouandié va grandir et va faire la connaissance de mon grand-père, qui va le suivre jusqu'au bout et qui va adhérer à Votre grand-père qui s'appelait qui est dans les documents où... Oui, bien sûr, qui s'appelait Yepmou, comme moi, voilà. Non, continuez, avec intérêt. Voilà, et donc qui va, je pense que mon grand-père est assassiné, est condamné plutôt comme Ernest Ouandié, mais à mon avis c'est un assassinat parce que c'est un tribunal militaire, mais quand le président de la République, Amadou Ahidjo, la veille de l'audience à la radio nationale dit je vais le tuer, on comprend très bien que la justice n'est qu'un apparat et qu'il s'agit, et moi je suis pour un assassinat politique, en tout cas il n'y a pas de justice là-dedans, il y a une décision politique, vous êtes contre moi, je prends la décision de vous passer par un peloton d'exécution. Donc voilà, mais ça ne me donne pas plus de légitimité. Donc Ouandié pour vous c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants? Alors la question est très difficile parce que moi je l'ai connu de manière orale, parce que quand j'étais petit, évidemment, dans ma famille, même si c'est un sujet quand même assez très tabou, il faut se rappeler que le village de Bangou, quand j'y allais étant petit, mes tantes, les sœurs de mes grands-mères me disaient, écoute, là il n'y a plus de maison, ça a été brûlé, tout était reconstruit à neuf. C'est un village, parce que Ouandié avait grandi, était originaire là, c'était une des zones les plus les plus rebelles, on va dire, et qui était complètement rasé, brûlé, passé par le feu plusieurs fois. Donc On va resituer le débat dans un contexte du début du nationalisme camerounais, parce que cette émission, évidemment, est regardée au-delà du Cameroun, au-delà même de l'Afrique, et intéresse à plus d'un titre tous ceux qui la regardent. Le nationalisme camerounais, parce que chaque nationalisme a sa singularité, il naît précisément à partir de quand? Est-ce qu'il a une filiation avec des mouvements qui étaient nés depuis la fin du 19e siècle, notamment avec les assassinats de plusieurs chefs? À Douala, on pense à Douala Mangabel ou des gens. Il naît comment? Il commence à se structurer avant de devenir l'Union des populations du Cameroun, officiellement en 1948, mais on sait très bien qu'ils ont commencé à travailler en souterrain bien en amont. Mais en fait, je pense qu'il est né du syndicalisme. C'est le syndicalisme. Je ne me souviens pas, je ne suis pas historien. Et puis, je continue à dire que cette histoire-là ne m'intéresse pas. Si vous avez les billes, vous les donnez. Moi, cette histoire-là ne m'intéresse pas par ses origines. Elle m'intéresse par la structure d'Ernest Ouandié, la controverse qu'il y a autour de cet homme. Enfin, pas la controverse, le mot n'est pas exact. Dire que, ma réflexion à moi, de me dire pourquoi les nationalistes africains pensent que la mort, c'est le débouché logique de leur action. C'est en ce sens-là que cela m'intéresse. Si quelqu'un a matière à raconter un peu la naissance du nationalisme africain camerounais, mais c'est pas seulement ça. Quand j'ai choisi Ouandié, quand j'ai choisi Ouandié, c'était pour me poser la question, comment est-ce qu'une figure comme celle-là n'a pas pu se dire je peux continuer le métier et rester dans le maquis. Moi, je me souviens dans mon enfance aussi, quand mon village... Mais vous ne voyez pas la responsabilité de ceux qui étaient en face, Gaston Kelman, de ceux qui les acculaient, de ceux qui... Attendez, vous savez, s'il y a quelque chose qui ne marche pas chez moi, c'est l'angélisme. Le type qui est en face de toi, il veut te descendre, c'est tout. Ah oui? Tu le sais. Le régime... Il en est descendu. Je pense que les Noirs devraient regarder un peu du côté des Indiens. Non, ça les calmera un peu. Alors... On a parlé du dernier des Mohicans. Les Mohicans, il en est resté un seul. Et même lui, il est mort parce qu'il sauvait une femme blanche. Bon, oui. Je ne voulais pas ce destin-là pour les Noirs. Alors je me dis, nous sommes restés. Jusqu'à présent, pourquoi Sankara est mort?
Pourquoi est-ce que Lumumba est mort? Pourquoi est-ce que Wandi est mort? Ces gens-là, je me souviens, je disais off tout à l'heure que quand j'étais jeune, entre guillemets, nationaliste en Angleterre, où je trafiquais avec les mouvements, la mouvement Vous pouvez, noire. on n'est pas, c'est pas un concours de politesse, hein. Vous pouvez intervenir. On n'arrêtait pas de dire nous allons mourir, nous les Noirs, on n'arrêtait pas de dire nous allons mourir pour notre peuple. Alors une jeune dame antillaise, jeune fille d'ailleurs, antillaise, ouest-indienne, jamaïcaine, nous dit mais attendez les Noirs, arrêtez de mourir. Mais, vivez plutôt pour votre peuple. Non, mais vous êtes obsédé par votre ligne, votre axe intellectuel permanent. Ce n'est pas une question noire là. Là, il s'agit d'un pays qui est en gestation, en naissance. Est-ce que c'est une question de noir? Les Indiens ne sont pas noirs. Hein. Je parlais des Indiens. Non, mais je parle par rapport à Wandi. Je ne sais pas si on peut parler vraiment je sais pas si on peut parler de pulsion de mort, parce que c'est un peu ce que vous dites en ce qui concerne Wandi, parce que non, pas Wandi tous. Hein. J'en ai cité d'autres. Ou d'autres. Je pense que c'est au contraire, c'est celui qui tenait le plus à la vie, selon moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même 7 années de pèlerinage. Non, 7 années de pèlerinage à l'étranger. Wandier, il est de 1955. Oui, bien sûr. En novembre 1955. Ernest Wandier à Belkingué, au Sendé-Afana et Moumié se rendent à Kumba. Pourquoi? Parce que l'UPC vient d'être interdit et qu'il y a une répression terrible, phénoménale. Ils vont à Kumba et ils traversent le fleuve Mongo pour se rendre au Nigeria et ils vont en exil. Ils vont en exil partout en Afrique. Ce sont des panafricanistes. Parce ils vont en formation idéologique aussi. Wandier personnellement va au Soudan, met une base à Accra. Donc je pense qu'il revient au Cameroun et c'est intéressant dans la démarche du personnage parce que son retour au Cameroun en 1961 est un retour réfléchi, mûri. Il a compris que de l'extérieur, eh bien, ce sera très difficile d'influencer idéologiquement, comme c'était le cas par le passé avec Oumniobé, qui était présent et qui haranguait les foules et qui, comme lui, allait d'un endroit à l'autre. Il se rend compte que malgré les moyens de télécommunication, ils avaient quand même la voix du Cameroun, mais Cameroun avec K, c'était une radio par ondes courtes qui irriguait les ondes à Douala jusque dans le nord du pays, mais il se rend compte que ce moyen-là est limité. Il se rend compte qu'il ne peut pas... Quand il est rentré au Cameroun, qu'est-ce qu'il a apporté aux nationalistes Monsieur Kelman, en étant dans laissons parler la dame. Oui, je retiens déjà cette question parce que ça m'intéresse aussi. En fait, ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'il est revenu? Moi, je veux un peu revenir sur la question des origines. Je comprends bien Gaston Kelman. Il a compulsé les encyclopédies. Oui. Non, sincèrement, ça m'intéresse. Moi, comme j'ai dit, je suis de la génération 70. Et puis on parle à d'autres histoire, vraiment du Cameroun, il y a vraiment un manque. Il est toujours là. On a essayé de combler ce manque tout seul en allant se renseigner de gauche à droite. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de Wandi. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, Wandi, c'est, on va dire quelque part aussi, c'est une portée dans... Oui, on va y arriver. Donc moi, je voulais quand même juste faire une petite remarque par rapport à l'origine du nationalisme camerounais dont on parlait, pour dire que est-ce qu'on peut se poser est-ce qu'on peut regarder le personnage Wandje sans le resituer quand même dans le contexte, dont le resituer dans le contexte, on ne peut pas faire l'impasse sur par exemple le traité de 1884, sur ce qui a découlé. Parce qu'on a l'impression en fait Wandje n'est pas né. Il n'est pas né ex nihilo, je veux dire. Non, je veux dire tous ces traités-là qui ont institué le partage de l'Afrique, ça, je pense qu'on en a parlé à sa En fait, vous en avez parlé, mais c'est pas si. En fait, il y a quand même une idée parmi ces nationalistes. Il y a une espèce de camaraderie, de compagnonnage. Ils sont ensemble. Ce sont des jeunes d'abord qui sont ensemble, qui croient dans un idéal et qui se font assassiner les uns les autres. Oumniobé très tôt, septembre 58. Ensuite Moumié. Ensuite au Sendé-Afana. Et puis pour finir Wandje. Wambo et beaucoup d'autres de ses camarades d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il rentre? Oui, voilà la question. Pourquoi est-ce qu'il rentre au Cameroun? Il rentre au Cameroun pour organiser la bataille militaire. Il faut savoir que 1961, ce n'est pas n'importe quelle année. On est en pleine fin de la guerre d'Algérie. Au Cameroun, il y a les principes de la guerre contre-insurrectionnels qui ont commencé à être construits en Indochine, en Algérie. On a tous ces militaires indochinois comme Pierre Mesmer ou comme d'autres qui viennent au Cameroun et
Il a la naïveté de penser qu'il va Mais gagner. non, pourquoi vous parlez de naïveté? Non, mais attendez, c'est ma question. Ce n'est pas naïf. Il a la naïveté de penser que cette armada-là, Il est loin d'être naïf. D'abord, cette c'est quelqu'un- armada, c'est il va la quelqu'un qui a vaincre. beaucoup de liens. Il a tissé des liens. c'est comme par exemple aujourd'hui quelqu'un pense qu'il va vaincre l'OTAN avec ses 28 pays, avec ses milliards de Il a des gens. liens, il a des liens forts diplomatiques. Il faut pas oublier qu'entre 1954 et 1958, une bataille diplomatique féroce a été menée à l'Organisation des Nations Unies et les Sherpas, entre guillemets, les personnes qui représentaient les indépendantistes nationalistes de l'UPC étaient en liaison avec tous les non-alignés, avec l'Inde, en 1958 à l'ONU, lorsqu'a été décidé finalement que la France allait lâcher son protectorat, il faut voir qui a voté. Il y avait 2 résolutions, il y avait la résolution. Mais j'ai une question justement sur cette- je termine pour dire que c'est ironique au Cameroun parce que c'est une personne qui a des soutiens. Et il pense, à tort peut-être, finalement il a perdu la guerre, il pense Il l'a que... même pas mené, il l'a jamais mené, vraiment. Il a mené. Mais Laquelle? il a mené... Oh non, Dans le on peut pas Mati? dire- on peut pas dire qu'il n'a pas mené de guerre, puisque pendant 9 ans quand même, il y a toute une région du Cameroun qui n'était pas sous contrôle des autorités entre guillemets régulières. Donc il a quand même Et vraiment, il a eu la velléité de penser qu'il pouvait gagner. il aurait pu, je pense qu'il... Moi, j'ai une question par rapport au soutien, parce que là, vraiment, ça m'interpelle énormément. Là, en me documentant sur ONS Wandje, j'ai vu que c'est quelqu'un qui était très instruit et qui s'est beaucoup déplacé à l'étranger. Et moi, justement, quelque chose qui m'interpelle en tant que panafricaine, même si, bon, on peut penser ce qu'on veut du mot, c'est justement, c'est vrai qu'il y a une répression féroce au Cameroun, mais en même temps, pourquoi toujours aller chercher un peu ailleurs? Vous voyez, parce que vous dites qu'il avait des soutiens. Donc ça voudrait Mais dire il ne pouvait que pas faire front tout seul. Donc ça voudrait dire que s'il avait gagné, le Cameroun serait devenu sous la tutelle de... ses soutiens. Ça change quoi alors pour l'indépendance? Je pense qu'il faudrait aussi se remettre dans le contexte géopolitique de l'époque. Est-ce que je peux vous emprunter la parole 2 secondes? Je vous la remets tout de suite. Il faut quand même être indulgent avec ces jeunes-là. Ils n'ont pas la mémoire que nous avons aujourd'hui de ceux qui sont en face de... Non, ils n'ont pas cette mémoire. À leur époque-là, ils ne connaissent pas tout ce monde impérialiste dans sa réalité profonde. Même s'ils le vivent avec Roland Pré... Ah non, M. Bargal, là, je pense que nous serons d'accord pour dire que s'il y a des gens qui ont été confrontés à des monstres, c'est bien eux. Oui. Ils ont vu la rigueur, la méchanceté, la dureté de ces gens-là. Vous savez qu'ils ont essayé d'aller par le droit, ils sont allés à l'ONU. Mais bien entendu, ils ont gagné à l'ONU. Ils ont gagné tous les combats internationaux, ils les ont gagnés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tout essayé. Mais, non, mais là ils n'étaient pas naïfs, mais ils se sont fait... Non, mais moi je pense que la seule arme dont ils ne disposaient pas, c'était l'arme guerrière, l'arme militaire. L'arme diplomatique, on a vu par exemple Mahatma Gandhi, on a vu des gens, bon, certains se sont fait assassiner allègrement, hein, Martin Luther King est là pour nous le prouver, que la non-violence n'a jamais d'ailleurs calmé les ardeurs meurtrières de certains. Bon, mais je veux dire que par exemple, vraiment, l'arme militaire, elle était vouée à l'échec. Elle était vouée à l'échec parce qu'en face, le pouvoir était très fort. Le pouvoir était très fort. Il aurait pu avoir une insurrection qui n'a jamais vu le jour, vraiment. Je veux dire que Ernest Wandje, pour lequel vous avez compris que si je l'ai choisi, c'est parce que j'ai une grosse admiration et que je regrette vraiment qu'on est condamné. Nous, Monsieur Yabou, je vous ai promis la parole. À s'éteindre comme ça. C'est pour cela que je dis, je les défends en disant que... J'aimerais que vous nous apportiez un éclairage sur les conditions de son arrestation, qui sont assez opaques et assez débattues au Cameroun. Voilà, il a été trahi. Oui. D'accord, j'aimerais peut-être revenir et vous allez embrayer là-dessus. sur la conscience géopolitique d'Ernest Wandje. C'est une personne qui sait le temps dans lequel il vit. Il sait qu'on est en période de guerre froide. Il va mourir. Avant les années 70, déjà ce qu'on peut noter, c'est son testament. Il a laissé une sorte de testament politique. On est en 1961-62 et il prend le maquis en mars 1961 précisément, et donc dans le maquis, dans la région du Mongo, dans les alentours de Mbanga précisément, il écrit un texte dense d'une dizaine de pages qui va être publié dans la version écrite de La Voix du Cameroun en juillet 1961, 3 mois plus tard. Et dans ce texte, il dit quoi? Il dit
je vais rapidement lire. Allez-y. S'il est déjà très grave d'avoir des esclaves, il n'y a rien de plus grave que d'avoir des esclaves et les appeler citoyens. Il convoque Rousseau, c'est une personne, et surtout en parlant de la conscience géopolitique, il dit « Journellement pillé, dégradé, torturé comme hier sous le régime colonial direct, il se rend bien vite compte, le Cameroun d'aujourd'hui, que la mise sur pied d'institutions ironiquement baptisées nationales n'a pas résolu et ne pouvait résoudre dans les conditions que l'on sait le grave problème de fond qui demeure toujours posé, à savoir celui de notre libération totale du joug soupçonné. Ça, c'est pas nouveau. Tous les nationalistes ont écrit exactement le même texte en changeant de nom, de lieu. Ce que je veux dire, c'est que dans ce texte, je pensais que vous vouliez lui rendre justice à M. Mais je n'empêche quand même que dans ma logique, je me dis, nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'on a perdu un si grand homme? Parce qu'il pensait qu'à ce moment-là, il pouvait encore se battre. Je dis que le combat était perdu d'avance et qu'il aurait pu aller plutôt dans une logique, sans faire un reproche. Je fais tout simplement une analyse post-historique, entre guillemets, sans lui faire du reproche. J'ai tellement d'admiration pour cet homme. Moi, j'aurais bien voulu avoir ce nationalisme chevillé au corps. Je ne pouvais pas l'avoir. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, les Africains, tous qui ont été nationalistes, sont partis le pot de fer contre le pot de terre. Ils ne pouvaient pas gagner à ce moment-là. Sans dire que leur sacrifice était un mauvais sacrifice. A posteriori, c'est facile de faire ce constat. Mais eux, ils sont dans le combat. Vous voulez quand même pas qu'à posteriori, je fasse le même constat qu'eux, puisque moi, j'ai les outils qu'ils n'avaient pas. Oh ben, bien sûr. Je ne les blâme pas. Oui, oui. A posteriori, j'ai des outils qu'ils n'avaient pas. A posteriori, j'ai une analyse qu'ils n'avaient pas. Et bon, évidemment, les Che Guevara et tout ce monde-là, ils ont été dans le maquis. Je comprends le maquis jusqu'à 1960. À partir du moment où on est à 60, même si c'est des fantoches qui sont là, comme ils les appelaient, vous trouvez un autre moyen. Je vais en appeler à votre vécu, à votre expérience personnelle. Quand il meurt, vous avez 18 ans. Quelle est la résonance dans le pays à ce moment-là? Immense. La preuve, j'en suis la preuve flagrante. Nous étions, j'étais lycéen, mais nous avions une admiration. Je me souviens encore des mots que le type a prononcés. Ce n'est quand même pas banal. C'est quand même pas banal 42 ans après. C'est pas banal. Que je me souviens encore des mots que le mec a prononcés, enfin 39 ans. 41 ans, oui, bon, on ne va pas chipoter sur les semestres. Bon, je garde encore l'immense stature de cet homme-là. Mais aujourd'hui, l'homme que moi-même je suis devenu se pose des questions. Il est mort à peu près un peu moins à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je me dis, mais c'est vrai. Il avait 57 ans. Il avait 57 ans, j'en ai 58. Donc je me dis, cet homme-là aurait pu penser le combat autrement. Puisque là, les armes étaient perdues d'avance. C'est ce que je dis. J'ai toujours dit la même chose de Lumumba. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui a appris à aller insulter le roi belge en sachant qu'on allait l'écraser? Peut-être qu'il y a, c'est assez personnel comme notion, mais je pense peut-être qu'il y a cette notion. Moi, vraiment, parce que c'est ça que je disais quand je vois Ernest Ouandjé, je vois les autres nationalistes, je ne partage pas totalement le point de vue de Gaston Tellman. Je suis content que vous ne partagiez pas. Mais en même temps, rendons à César ce qui est à César. Si on quitte un peu le simple affect, on est en droit de s'interroger, surtout que ces héros, si on en parle, c'est aussi par rapport à notre situation actuelle. On est en droit de s'interroger un peu en disant, ils ont fait comme ça. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont fait comme ça? Là, après, c'est déjà interprétation. Mais après, est-ce que nous, on est obligé de faire comme ça ou est-ce qu'on a, comment dire, est-ce qu'on peut faire comme ça? Alors, Sylvie Ebnou, je vais vous poser une question. Sinon, on va se répondre, on va se renvoyer la balle, on en sortira. Je pense que c'est ça pour qu'on est là aussi. Non, je vais vous poser une question très précise. Pourquoi est-il besoin, en 1971, de le faire fusiller, Ernest Ouandjé, alors même que le régime en place est déjà bien installé depuis 10 ans, qu'ils ont assassiné pratiquement tous les autres, qu'ils ont décimé des régions entières. Pourquoi encore l'assassiner? Alors, c'est une excellente question parce que, d'un côté, on peut se dire il s'agit d'une erreur historique de Amadou Ahidjo, parce que finalement, l'assassiner, c'est en faire un martyr, c'est prolonger sa mémoire, c'est en faire que 40 ans, nous venions en parler ici plus tard et nous posions des questions et que nous essayons de comprendre. Mais aussi, il faut se rappeler que il y avait un spectre Ouandjé
qui planait sur Douala, sur la région du Mongo, dans le pays Bamileke, en pays Bamileke pendant 10 années. C'est-à-dire que pendant, justement, à ce que M. Kelman disait tout à l'heure, je veux répondre ceci. Qu'aurait-il dû faire, puisqu'il a déjà passé 7 années en exil, il a vu les limites de l'exil, il est revenu et il a quand même mené un combat de 10 années. Donc je ne sais pas s'il avait une autre solution. Et puis il y a eu un mensonge quand même, parce qu'on leur avait promis quand même, est-ce que l'État ne cherchait pas une espèce de... Alors il y avait d'apaisement. On parlait de trahison tout à l'heure. Alors, donc moi, je pense que dans cette affaire, il y a surtout un jeu... qui est parti pour les faire sortir. Alors je pense que sur cette affaire, il faut toujours se rappeler et essayer de comprendre les techniques contre-insurrectionnelles. Parce que la guerre contre-insurrectionnelle, une spécialité ancienne de l'école de guerre française est particulière. C'est à la fois de la contre-insurrection militaire avec des moyens, avec des fusils, avec des jeeps, avec ce que vous voulez, mais il y a aussi une contre-insurrection de propagande. Et ça, c'est l'arme la plus pernicieuse, parce qu'en fait, finalement, dans l'affaire Ndogmo Wandié, il est très probable que personne n'ait trahi personne, selon moi, parce que déjà, Ndogmo, il n'était pas là au moment de l'arrestation. Il était évêque à l'époque. Il n'était pas au Cameroun, il était de Konsamba. Mais il n'était pas au Cameroun. Mais il était évêque de Konsamba pour l'histoire. Il était très ami avec Wandié. Il était peut-être en tractation, on n'a jamais su vraiment. En tout cas, il est sûr qu'il a vu Ahmed Weidjo en 1965. Et après, on ne sait pas s'il l'a revu. Il y avait des tractations entre Wandié... il faisait une médiation. Voilà, une espèce de médiation. On n'a jamais vraiment su. Mais je pense que la situation de médiation, c'était surtout une situation de propagande. Ça signifie quoi? Ça signifie que les services de propagande camerounais, aidés par l'idéologie de propagande contre-insurrectionnelle française, ont fait passer l'idée dans la population, à force de trac, à force de communiquer à la radio, que finalement, dans le maquis, c'était fini et qu'il y avait des tractations en cours. Ça vous surprend? Non, ça ne me pas. Mais pour répondre à l'accusation, enfin en tout cas à l'histoire qui dit on ne sait pas s'il a été trahi. Ce qui est clair, c'est qu'il s'est quasiment rendu. Comment il a été arrêté? Il était à bout de force, il était tout seul, il était blessé au pied. C'était un monsieur de 57 ans. Je pense il était à bout et il a été pris sur une voiture, sur le chemin de fer Banga-Konsamba en train d'errer tout seul et il s'est quasiment rendu au commissaire de police local. Donc et en disant amenez-moi voir Aïdjo, enfin en disant je me rends. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à autre chose? Mais non, Aïdjo avait je veux dire, avait la justice des vainqueurs. Qui est-ce qui peut reprocher à Aïdjo d'avoir la justice des vainqueurs? Aïdjo avait la justice des vainqueurs, il avait la politique des vainqueurs, il avait la propagande des vainqueurs. On sait d'ailleurs qu'dans les années 50, c'est Monseigneur Mongo qui avait été envoyé aussi dans le maquis pour essayer de faire sortir Oumyobé. Donc c'était une méthode qui a été employée par les Blancs avant, les Français avant, qui a été employée par Aïdjo après. Donc cette méthode de propagande, depuis de ballon sonde, ça on connaît. Mais je pense que la fin de Wandié était inscrite et que le testament, quand vous parlez de son testament, je croyais que vous alliez nous dire, je sais que quand je mourrai, comme disait Che Guevara, le staccato des armes va continuer derrière moi. Voilà, ça si je l'avais dit, je comprendrais. Mais s'il me prend... Il est long, je vous enverrai, il fait 9 pages, il le dit à la fin. J'entendais qu'ils disent, je vais mourir, je le sais, mais c'est le destin que j'ai choisi. Mais quel est l'héritage, l'image qu'on peut garder de lui, à la différence des autres, parce qu'ils ont tous connu le même sort, la mort pour ceux qui sont les principaux leaders de l'UPC, soit assassinés, lui... jugement. C'est la mort dans le maquis. Je veux dire que c'est le jusqu'au-boutisme. Il garde quelle image? C'est le jusqu'au-boutisme. Beaucoup ont été assassinés sommairement. Oumyobé très rapidement, finalement. Non, oui, Oumyobé n'a jamais eu un procès. Wandié, l'exclusivité, et qui me plaît aussi, entre guillemets, dans Wandié, c'est que c'est un type qui a été c'est pour cela que je suis très admiratif envers lui. Il a été jusqu'au bout de sa logique. Il a été face à une justice dont il savait très bien. Au Fana, il est mort les armes à la main. Oui, non, mais je dis, il est le seul, je pense, des grands. Moumi a été empoisonné, Oumyobé est mort dans le maquis, assassiné dans le maquis. C'est la grande figure, avec les figures adjacentes qui étaient avec lui, les Wambo. Je me souviens encore, les Takala, il y avait des noms comme ça, dont tous n'ont pas été tués d'ailleurs, et qui effectivement a accepté d'aller jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai de l'admiration. Vous comprenez ça? C'est un peu complexe. C'est une espèce de soleil, ce type-là. C'était quelque chose comme bien, ça. comment dire, quand j'ai été invitée pour parler du personnage, en fait, c'est vrai que moi,
moi, ce que je vois, c'est qu'il faut mettre une lumière sur cette période-là, c'est vrai, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais en même temps, on va dire c'est l'aspect pragmatique des femmes. J'en profite, je suis la seule femme. On va dire ça comme ça. Mais en même temps, moi, je pense pratique. J'ai dit oui. Tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce qu'on pouvait garder de lui. Moi, ce que je garde, c'est un peu la même image que j'ai de Sankara, de tous ces nationalistes africains. C'est des personnes qui étaient vraiment pleines de bravoure, qui aimaient leur pays. Idéaliste, on va dire. Donc, ça s'arrête là. Mais en même temps, pour être pragmatique, moi, la question par rapport à Ouandjé, c'est nous, là, maintenant, par rapport à notre contexte, par rapport à ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut apprendre de son expérience? Est-ce qu'on doit faire exactement pareil, être jusqu'au boutiste, être style révolutionnaire, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Parce que le paradigme n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde un peu l'histoire, que ce soit le Cameroun ou d'autres pays africains, c'est deux postures. Soit tu es, entre guillemets, révolutionnaire, soit tu es vendu, en fait. Maintenant, on arrive par l'ONU, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Pardon? On arrive par l'ONU? par l'ONU. Comment ça, on arrive par l'ONU? Ah oui, dans ce paradigme-là, avant, c'était plus rapide, plus expéditif. Aujourd'hui, il y a des résolutions. Aujourd'hui, il y a des suppositions. Voilà, mais je veux dire, même nous, moi, en fait, non, je ne parle pas des résolutions, je parle de nous, Africains. Je parle de notre positionnement, à savoir, est-ce qu'on se dit, bon, voilà, je me positionne comme ça, pas de compromission, compromission, j'aime pas de compromis, rien. Je suis comme ça, je vais droit devant, je vais Donc, c'est vraiment ça, quoi. Ce que moi, je retiens du personnage, c'est l'idée, finalement, du sacrifice politique jusqu'au bout, et l'idée que, finalement, un peu, il y a peut-être de ça, son éducation dans l'enfance un peu chrétienne de si on meurt, l'idée survie. Il y avait de la martyrologie. Voilà, il y a certainement un peu de ça, mais peut-être. C'est une question. Vous me rejoignez un peu. Je vous remercie de cette honnêteté intellectuelle. Qui est finalement visionnaire parce que je pense que l'historiographie camerounaise est en pleine révolution aujourd'hui et que de plus en plus il y a des recherches qui sont menées, des livres qui paraissent tous les ans, il y a des fonds d'archives qui sont exploités et je vous parlais de son testament, le testament politique que j'avais plus ou moins glané sur internet, mais il y a d'autres textes d'Ernest Mondier. On commence à préciser sa pensée politique parce qu'il en avait une. Donc ce que moi je retiens du personnage, c'est plutôt cette idée de sacrifice politique. On commence à accélérer vers les derniers temps de cette émission. Finalement, est-ce que ces héros, et pour ce qui est de celui qui nous intéresse ce soir, Ouandjé, dans l'histoire actuelle, est-ce qu'on a tiré bénéfice de quoi que ce soit de ce combat-là dans nos différents pays, en l'occurrence ici du Cameroun? Est-ce qu'il y a au moins le moindre bénéfice de leur combat quelque part? Moi, je voulais répondre en lisant quelques phrases. Je vois qu'il avait écrit un texte en 1962, Citoyen libre ou esclave, et il y a trois lignes qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Les chances de succès demeurent toujours grandes pour le peuple camerounais, mais aussi longtemps que nous ne saurons pas réaliser l'unité, nous ne saurons pas aussi tirer le maximum de profit des chances qui nous sont offertes. Moi, j'ai vraiment... En 62. Il n'était pas, oui. L'unité. Non, oui, enfin, l'unité factice. Moi, je pense que c'est l'unité dont il parle ici. Gaston, vous voyez bien, l'unité dont il parle, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que... Oui, non. On a tourné en rond, en fait. J'ai l'impression qu'on a tourné en rond. Est-ce qu'on a le moindre bénéfice de ce combat-là? Ou alors le combat continue, j'en sais rien. Je pense qu'il y a une différence fondamentale de la période de Ouandjé et de la nôtre. C'est-à-dire qu'au Cameroun, à l'époque, il y avait 3 millions, 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a presque 20 millions. On a 5 millions. La démographie est multipliée par 4. Petite parenthèse, sur les 3 millions, on en a tué combien en une dizaine d'années? Alors, les chiffres sont... Justement, l'historiographie est complètement se contredit là-dessus parce qu'il y a des recherches sont faites. On ne sait pas exactement si on se tient... La fourchette la plus basse, c'est 120 000 morts. Ça, c'est la fourchette 120 la 000 plus morts basse. sur les 4... Et il y a des gens qui vont très très loin. Il y a des gens qui vont beaucoup plus haut. Mais en tout cas, on peut aujourd'hui avoir une idée du carnage. Parce que si on prend par exemple l'année 1960, l'année précédant le retour
tour de Wandié qui est attestée comme étant la plus meurtrière, et quand on regarde ce que les archives militaires françaises contiennent sur la Parce période... qu'il y a des historiens qui ont étudié le stock d'armes. Exactement, le nombre de balles tirées. De munitions. Sur la question du napalm, par exemple, il y a, est-ce que si on n'utilise pas de napalm, est-ce qu'on a besoin de tirer des cartouches incendiaires depuis des avions sur des coins? Donc, en fait, il y a énormément de questions qu'il appartient aux historiens de trancher. Et en tout Alors, cas, résultat de ce combat, de cette jeunesse. Oui, pour moi, je veux dire que c'est nos pères, c'est nos maîtres à penser. Si j'ai choisi, je continue à insister sur le fait que si j'ai choisi Wandié, pas pour l'encenser béatement, mais pour pouvoir faire une analyse critique, c'est parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que je veux dire, c'est que la perspective, par exemple, révolutionnaire n'est pas une affaire de un an, c'est pas une vie humaine. Il nous faudra des siècles pour sortir. Et c'est pour cela que je me calme un peu aujourd'hui et que j'essaie de faire ce genre d'analyse. Bon, évidemment, l'héroïsme de Wandié nous manque aujourd'hui. Parfois, je me dis, ces gens-là, surtout ceux qui sont morts, entre guillemets, ceux qui sont morts avant les indépendances, ils ont accepté le sacrifice suprême. Aujourd'hui, lui, il a bravé la mort. Oui, tout à fait. Mais je dis qu'il a été devant un tribunal, ce qui était formidable. Aujourd'hui, quand, par exemple, quelqu'un, vous parlez, par exemple, à un héros, à une élite africaine, vous dit, ah, mais si vous savez, si on fait ça, les Blancs ne peuvent pas accepter. Il n'avait pas cette peur-là du Blanc qui ne va pas accepter parce qu'ils étaient dans l'approche du combat. Et ça, c'est une très, très grande leçon d'humanisme et d'humanité pour nous. C'était pas des lâches. Ça, on le retient. Et puis aujourd'hui, nous sommes là à parler d'eux. Et l'histoire, et moi je reviens toujours à la conclusion de Wandié, la dernière phrase que je me souviens de lui, c'est l'histoire jugera. Un jour, ces gens-là seront réhabilités, deviendront les héros, mais nous passons par des péripéties par lesquelles toute construction nationale se passe. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'intellectuels l'Afrique ne m'intéresse pas, hein, qui appellent la jeunesse africaine à retrouver la bravoure d'antan. Est-ce que finalement cet échec-là ne constitue pas un frein? Vous parliez de dernier moment. Moi, ce que je retiens vraiment aussi de Wandié, c'est le courage extrême du personnage. C'est un type quand même qui est arrêté en août 70, qui est torturé pendant 3 mois. Et quand vous lisez un peu les méthodes de torture de l'époque, c'est hallucinant. Donc le type est torturé pendant 3 mois, il est jugé, et pendant son procès, on lui dit... Alors, le célèbre Jean Fauchivet. On lui dit... Jean Fauchivet, qui est le chef de la sécurité, qui se vantait d'un membre d'avoir coupé des têtes, mais ça c'est une autre histoire. C'était son boulot, hein. Oui, mais s'en vanter à la télévision 30 ans plus tard, c'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas la chose comprenez bien que je la l'absous plus pas fine, du tout, je fine l'absous pas du tout, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le type, il est torturé, et donc il se présente à son procès, et on lui demande, est-ce que vous demandez la grâce du président de la République? Il dit non. Et quand on le conduit devant le peloton d'exécution, il refuse qu'on lui bande les yeux et demande à ce qu'on lui tire dessus les yeux ouverts. Donc courage absolu. Je comprends tout ça, c'est bien beau, mais je veux dire... Il vous reste 10 secondes. Oula. Dites quelque chose. La conclusion me revient quand même du droit. Concrètement, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va direct à la mort? Est-ce qu'il y a une autre alternative? Moi, c'est ma question. Bon, voilà, je conclue en disant, j'ai promis à mes nièces de leur dire bonjour. Je dis bonjour à Thier, je dis bonjour à Sigli, je dis bonjour à Yeno. Voilà. Non, je veux dire qu'on a tout dit pendant le débat. Hein. On a dit ce qu'il Je ne sais pas si on a tout dit. En tout cas, chers téléspectateurs, c'était une première. Nous avons parcouru ce sujet-là, de cette figure, comme nous le ferons avec d'autres, avec des invités qu'on vous annoncera le temps que vous puissiez nous envoyer vos questions et remarques. C'était l'invité de l'histoire de ce soir. Bonsoir, rendez-vous dans 15 jours.